Bonjour. Bonjour. Donc, nous n'avons plus personne en salle d'attente pour l'instant. On va peut-être pouvoir commencer parce qu'il est presque 5. Donc, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Je remercie nos intervenants. Nous allons avoir 4 interventions d'une vingtaine de minutes chacune. Et après chaque intervention, vous pourrez poser vos questions, échanger, partager. À ces projets s'ajoute un 4e, le projet européen Atlas qui nous réunit aujourd'hui. Atlas Alpine Space est un projet européen Interreg qui a commencé en juin 2018 à Bolzano, en Italie, et devrait s'achever en juin 2021. Le projet aborde la question de la réhabilitation responsable du bâti transalpin. Il réunit 9 partenaires, de nombreuses universités et centres de recherche, sites et cités remarquables pour la France, et il associe 6 pays européens, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie et la France. Le projet vise bien sûr à faire découvrir ou redécouvrir l'architecture traditionnelle alpine. Or, de nombreux bâtiments historiques transalpins offrent de faibles niveaux d'efficacité énergétique et de confort, d'autres aussi d'ailleurs. Le projet Atlas vise à mettre en exergue l'intérêt d'une réhabilitation durable de l'architecture alpine traditionnelle, à promouvoir des outils techniques et méthodologiques pour améliorer ce bâti au travers d'une base de données transnationale et enfin, à créer un lien entre les bonnes pratiques existantes localement et faire qu'elles puissent s'appliquer dans un contexte transnational. L'atelier d'aujourd'hui se déroulera en 4 temps. Premièrement, introduction aux particularités du bâti ancien. Cette introduction sera présentée par M. Jackie Cruchon, consultant en urbanisme et patrimoine, expert auprès de l'association Sites et Cités Remarquables. Deuxièmement, l'utilisation des matériaux biosourcés dans la restauration du bâti ancien, présent depuis le début de l'histoire de la construction. Ces matériaux biosourcés, paille, bois, chêne-botte, liège, etc., et géosourcés, comme la terre, les pierres sèches, sont encore considérés comme des filières émergentes. Et c'est Madame Laure Tranois, chef de projet filière bio et géosourcée de la construction au ministère de la Transition écologique, qui développera ce point. Troisième partie, la problématique de l'humidité dans la restauration du bâti. La réhabilitation énergétique du bâti ancien ne manque pas de soulever de nombreuses questions sur la pérennité du bâti et des matériaux vis-à-vis de l'humidité. Ces questions seront présentées par Rémi Cognet, responsable de projet à l'ASDER, l'Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables. Et enfin, 4e partie et non des moindres, outils et financements pour la restauration responsable du bâti ancien, Elsa Descombes et Hans Cazot, chargés de mission à la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment pour la région Aura, vous présenteront les outils proposés par la CAPEB aux entreprises artisanales formées et engagées dans la restauration du bâti ancien. Voilà, mesdames et messieurs, le cadre de ce webinaire. Je vais devoir malheureusement vous souhaiter une fin d'après-midi à la hauteur de vos attentes autour d'une thématique qui nous intéresse tous, propriétaires, artisans, élus, spécialistes. Appelée par ma communauté d'agglomération à Moulins, je suis attendue en conseil communautaire. Je ne peux malheureusement rester parmi vous. Je passe donc le relais à l'équipe de Sites et Cités Remarquables qui va animer cette rencontre. Merci à tous et bon webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer avec Jackie Cruchon, qui va être notre premier intervenant. Je vous laisse la parole, Jackie. C'est bon, vous l'avez? Oui, parfait. Bonjour à tout le monde. Et donc, je voudrais arrêter ce truc. Voilà. Donc, effectivement, autrefois, je disais au défi du développement durable, et maintenant, je dis carrément répond au défi du développement durable. Je crois que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Alors, moi aussi, je participe à l'association dont Cité Réseau, dont Cité Remarquable de France, donc à ce réseau important. Donc, je passe rapidement. Et la première chose qui me semble importante quand on aborde
du bâti ancien et non durable, c'est de changer de lunettes. Je crois qu'il faut absolument éviter les lieux communs, les idées reçues, et réfléchir tout à fait différemment. En tout cas, ça me semble important d'aborder le sujet ainsi et de voir comment il faut plutôt aborder la question. Donc, ce n'est pas forcément celui qui a la maison en dur qui est forcément le plus efficace en termes énergétiques ou en termes de confort d'été, loin de là. Donc, l'objectif de cette introduction, c'est de balayer des éléments qui seront approfondis un peu plus tard par les autres intervenants, mais en tout cas, il y a quand même quelques éléments de cadrage qui me semblent importants de positionner, en particulier celui-ci. On a donc à peu près 30 millions de logements en France aujourd'hui, qui se répartissent à peu près en 3 tiers identiques, hein, avec une période d'avant 48, 1948, qui est une date euh, juridique. Hein. Donc, pour considérer qu'avant 48, c'est du bâti ancien, on verra que ce n'est pas forcément tout à fait juste, mais en tout cas, c'est du bâti ancien, en tout cas, ça c'est sûr. Entre 48 et 75, c'est les 30 glorieuses, c'est la reconstruction, à peu près un tiers là aussi. Et puis à partir de 75, premier choc pétrolier, première mesure d'économie d'énergie, première réglementation thermique, et donc un parc voilà, qui, lui, rentre dans la phase réglementée qui est de plus en plus exigeante, y compris avec l'ARE 2020 qui nous arrivera le 1er janvier l'année prochaine. Et vous voyez que en moyenne, ce parc de logements d'avant 48, hein, ce qu'on va qualifier de bâti ancien, il a un niveau de consommation qui n'est pas très, très différent de celui d'après les premières réglementations thermiques. Alors, bien évidemment, cet écart-là va s'agrandir, puisque progressivement, le parc d'après 75 va monter vers le C et vers le B, avec un horizon en 2050 peut-être en A, hein, on verra bien. Mais il est évident qu'il y a quand même, quand on veut parler quand on veut tuer son chien, qu'on dit qu'il a la rage, c'est ici dans la partie centrale de la diapo, dans ce des années 75, 48, 75, qu'est là la grosse difficulté, c'est là que ce n'est pas passoire thermique. Alors pourquoi une des raisons qui va contribuer à cette différence, c'est aussi le fait que ce parc est constitué d'un mode constructif différent. Donc jusqu'à peu près la fin du 19e siècle, on est essentiellement avec des matériaux traditionnels, la pierre, le bois, la terre, la chaux, etc., etc. Et puis petit à petit rentrent des processus industriels, à partir du ciment notamment, et puis ensuite le métal, le verre, etc., etc. Et on voit que la part du système traditionnel perdure jusqu'à 45, 48. Donc c'est un petit peu artificiel cette notion de 48 que j'évoquais tout à l'heure, mais en tout cas, retenons l'idée qu'il y a deux systèmes traditionnels, deux systèmes pardon, de construction, et qu'il va falloir apporter des réponses différentes en fonction de ces deux modes de construction. Et puis, comme on parle d'un bâti qui est protégé, hein, dans des sites patrimoniaux remarquables ou dans des périmètres de protection, etc. En tout cas, un bâti ancien tout à fait intéressant et qui parfois malheureusement n'est pas protégé. Souvent, on a tendance à dire, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, que l'isolation par l'extérieur n'est pas possible pour des raisons de conservation du patrimoine, mais parfois, on peut quand même le faire. Alors, il y a des solutions avec des techniques d'enduit isolant, mais il y a aussi un patrimoine, je pense notamment aux façades en pente de bois enduites à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, où on peut très bien remplacer l'enduit et voir le remplissage par des matériaux isolants. Donc, on a des capacités aussi d'isoler par l'extérieur en étant prudent, attentionné, etc., en faisant ce qu'il faut. Et puis, on a souvent des décors intérieurs qui favorisent, qui permettent de définir du logement particulier, parfaitement original et intéressant. Ces décors, il faut souvent les conserver. Et puis, par ailleurs, ce n'est pas forcément nécessaire de les enlever, on va voir tout à l'heure, hein, parce qu'ils peuvent jouer aussi un rôle. Ils jouent un rôle thermique, ne serait-ce qu'en termes de correctif thermique, notamment par rapport aux lambris que vous voyez sur les photos en bas à droite. Alors, quelles sont les spécificités générales? Donc, à partir d'un échantillon qui avait été travaillé avec le CEREMA à l'époque du projet Battant, on avait une moyenne du parc de l'échantillon dans toute la France de 168 kg contre 240 kg en moyenne au niveau national. Et donc, ça confirmait, avec même plus de performance, que ce bâti ancien était pas moins énergivore, en tout cas, qu'on peut l'imaginer.
Deuxième élément aussi particulier, c'est une conception bioclimatique. En tout cas, c'est vrai dans les zones rurales, ça l'est beaucoup moins dans les zones urbaines, où là, l'orientation par rapport au sud n'est pas toujours évidente à assurer. Mais c'est vrai que cette conception bioclimatique participe aussi de ces qualités, à la fois parce qu'on va avoir des apports solaires importants sur les facettes qui sont au sud, à la fois parce qu'on va avoir des isolations de fait par des espaces tampons qui sont au nord et qui empêchent donc les parties froides d'être en contact de la façade directement, par l'organisation aussi de logements qui font qu'on peut faire circuler l'air la nuit et donc surventiler et donc rafraîchir en tant que de besoin. Donc, il y a toute une conception qu'on a oubliée, puisque dans les années des 30 glorieuses que j'ai évoquées, ça nous était égal de chauffer et de refroidir. Donc, c'est aussi une conception qu'il faut garder en tête parce qu'elle a son rôle à jouer. Une autre dimension, c'est des déperditions importantes par infiltration d'air. Alors, ces déperditions, ça peut être les menuiseries, ça peut être les toitures, ça peut être les planchers, ça peut être les plafonds, mais c'est aussi parfois les pans de bois. Vous avez la photo à droite là qui montre des fuites au niveau des pans de bois. Effectivement, c'est un inconvénient, mais c'est aussi quelque chose qui permet de renouveler l'air. Et donc, ça favorise quand même une ventilation qui est nécessaire. Et du coup, lorsqu'on va travailler sur de la restauration de ce bâti, il va falloir veiller à l'étanchéité à l'air parce que c'est une source de déperdition, mais aussi veiller à renouveler l'air. Et en particulier, penser, enfin, le cas classique, hein, c'est que on change les menuiseries pour des menuiseries performantes et on a des désordres parce qu'on a oublié qu'il fallait aussi ventiler et que les menuiseries devenues étanches, mais la ventilation naturelle, entre guillemets, se faisait moins. Et puis, il faut aussi anticiper, on a souvent des déperditions qui se font par rapport au plafond, par rapport au comble, par rapport au plancher, et que donc, il faut aussi penser à vérifier la bonne étanchéité à l'air de ces parties, étant donné quand on remplace les menuiseries, a priori elles sont étanches à l'air, en tout cas il faut l'espérer, et que sur la façade il y a peu de déperdition d'étanchéité. Autre particularité, c'est très très importante, c'est l'inertie de ce bâti. L'inertie, c'est quoi? C'est la capacité des parois quand elles reçoivent le soleil le matin, à stocker cette chaleur qu'elles reçoivent et à ne les rendre que très tard dans la journée, voire même très tardivement. Vous avez ici en bas l'exemple du calcaire qui va donc ce déphasage qui est qui signifie le moment où la paroi sature en chaleur et donne sa chaleur à l'intérieur du logement. Et quand on a 13 heures de déphasage, ça veut dire qu'elle va protéger en quelque sorte la chaleur de l'appartement pendant 13 heures. Et quand elle va commencer à saturer, rendre sa chaleur, ben c'est le moment où extérieurement la température a baissé, donc on peut ouvrir, on peut surventiler. Et donc c'est pour ça que quand vous rentrez dans des maisons anciennes, dans des fermes, etc., même s'il fait très chaud dehors, vous avez une sensation de fraîcheur qui est réelle, hein, puisque vous voyez les deux petites courbes là. Vous avez la courbe quasiment horizontale qui est la température permanente de l'intérieur, et puis la température extérieure, avec des variations très importantes. Et vous voyez que l'intérieur est relativement non concerné par les variations de température extérieure. Et en fait, il va falloir penser là aussi, quand on va restaurer ce bâti, à protéger l'inertie. Sinon, on fait des effets thermaux. C'est-à-dire que là, la photo que vous avez en bas, on a sans aucun doute une bonne performance thermique, en tout cas les premières années. Mais par contre, quand la chaleur est rentrée, c'est la mort et on crève de chaud, quoi. Donc, on a cet effet thermos qu'il ne faut absolument pas proposer et donc réfléchir aussi à conserver l'inertie par des matériaux conformes ou par des corrections thermiques qui permettront de conserver cette inertie. On l'évoquera un peu plus tout à l'heure, mais la question de l'humidité est une question fondamentale. Ce sont des parois qui vivent avec de l'humidité. Ce n'est pas la peine d'essayer d'empêcher l'humidité de rentrer ou de sortir. Il faut absolument accepter que l'humidité soit un élément de la vie de ces bâtiments. Par ailleurs, l'été, quand il y a de l'humidité dans les parois et qu'elle s'évapore, ben, ça rafraîchit, comme quand on met un poron en terre avec de l'eau dedans qu'on met au soleil, l'évaporation fait que les calories s'en vont et que par conséquent, ça rafraîchit. Donc ça joue aussi un rôle de rafraîchissement l'été. Et puis surtout, il faut penser à ce que les sols ne soient jamais étanches, que les parois ne soient jamais étanches et qu'on laisse passer l'eau sous forme de vapeur ou sous forme d'eau solide, liquide plus exactement. Donc il faudra penser effectivement à utiliser
les bons éléments, les bons isolants et les bons enduits. Donc, on a ici un échantillon d'isolants plus ou moins perméables à la vapeur d'eau ou plus ou moins hygroscopiques, hein, et vous voyez les deux photos qu'il y a au-dessus. On a ces isolants-là qui sont des laines de verre et des laines, a priori de la laine de verre. On voit que quand elles se chargent en eau, elles se dégradent, elles deviennent même conductrices. Donc, du coup, c'est l'inverse de ce qu'on peut attendre. Et puis, comme elles se dégradent, ben, elles ne servent plus à rien du tout. Et en plus, elles accumulent des saloperies dedans, des bébêtes, des algues, etc. Et donc, d'un point de vue santé, ce n'est pas terrible. Donc, là aussi, l'utilisation des matériaux qui sont compatibles avec ces problèmes de transfert d'humidité sont essentiels. Ça veut dire aussi que techniquement, quand on va réenduire une façade, il faut penser que les joints, il y a une continuité, puisqu'en fait, souvent, les pierres, ce n'est pas tellement par les pierres que passe l'humidité, mais c'est par les joints. Donc, il faut absolument qu'il y ait une continuité dans les joints. Il faut penser aussi que quand on pose des isolants, il faut que ces isolants soient en contact de la paroi, pour que la migration de l'humidité puisse se faire, et qu'on n'utilise jamais de pare-vapeur, mais plutôt des freins vapeur en tant que de besoin. Et donc, il y en a qui sont incomparables. Donc, voilà, il faut penser à ce que l'humidité a besoin de vivre dans ces parois et d'en partir, et d'y rentrer d'en partir. Alors, autre élément également de repérage, hein, c'est que on a ici des petits diagrammes qui montrent comment, avec les outils, les logiciels conventionnels, on peut analyser le comportement théorique de ce bâti ancien. Et vous voyez, alors vous avez le premier bâton, c'est la consommation réelle, qui est la consommation relevée par facture. Et donc, voilà la réalité de ces bâtiments. Et puis, trois autres bâtons, ce sont les bâtons qui vous indiquent, selon les types de logiciels qu'on va utiliser, quelle devrait être, d'après le logiciel, la consommation de ces bâtiments. Et vous voyez qu'il y a des erreurs grossières, des écarts de 1 à 5, et donc on n'a aucun outil conventionnel capable de raisonner correctement par rapport à ce bâti. Donc il faut absolument travailler différemment, et on doit travailler avec ce qu'on appelle une simulation thermodynamique, je vais y revenir, qui est le seul outil qui permet d'approcher le comportement et les besoins de ce bâti, et qui en plus est le seul outil qui permet aussi d'envisager comment peut se comporter ce bâti en termes de confort d'été. Je vais en reparler dans les quelques instants. Donc, ce qui veut dire concrètement que rechercher seulement une performance énergétique, ça serait une erreur. Il faut approcher ça de manière environnementale, beaucoup plus large, y compris d'ailleurs patrimonial, et donc pas uniquement technique. Et donc, je l'évoquerai aussi en fin de propos. Et donc, on a plein d'études qui ont été faites, Battan, Ateba, Hygroba. Là, vous avez beaucoup de références sur le site Maison Paysane de France. Le site CREBA qu'on a monté avec notamment le CEREMA, des études diverses du CEREMA et d'autres acteurs. Donc, de nombreuses études et documentations vous permettent de regarder un petit peu comment on peut aborder ces stratégies de réhabilitation. Quand on veut travailler donc sur ce bâti, il faut réfléchir à différents objectifs. Le premier, on l'a évoqué, c'est la perméance des parois. Il faut absolument donc que cette humidité rentre, sorte et navigue de manière satisfaisante. Il faut bien évidemment avoir un confort d'hiver. Il faut absolument que l'hiver, le logement soit confortable, mais aussi l'été. Donc, il faut absolument que l'été, on ne soit pas amené à mettre la climatisation si on crève de chaud. Et ce bâti-là est bien capable de ça. Il faut aussi éviter les pathologies. Donc, c'est des questions aussi d'humidité, de condensation qui sont en jeu. Donc, soit on isole mal, soit on ne ventile pas assez. Donc, on a ce type de pathologie. On a aussi à prendre en compte, et ça renvoie à la diapo que je vous montrais tout à l'heure avec les décors des logements anciens, hein. On a à traiter l'effet de paroi froide, c'est-à-dire que l'effet de paroi froide, c'est quand le corps se rapproche d'une paroi plus froide, comme une fenêtre ou un mur qui est froid. On va avoir tendance à équilibrer la température du corps avec celle de la paroi, et donc il va avoir besoin de surchauffer pour pouvoir avoir un niveau de confort. Il suffit parfois d'avoir simplement un correctif thermique,
que peut être le rendu que je vous ai montré tout à l'heure, que peut être aussi un petit tissu, quelques centimètres d'enduit de correction, voire même un petit papier de cellulose peut suffire. Donc, l'effet de paroi froide peut se traiter aussi par des correctifs thermiques. Et là, le correctif thermique aura pour objectif aussi de conserver l'inertie. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas hésiter à valoriser ce patrimoine-là parce qu'il a effectivement un niveau de performance important. Alors, je reviens sur la STD, la simulation thermodynamique, c'est quoi? Pour nous, c'est un outil au service de la conception. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un outil qui permet d'imaginer comment va se comporter le bâtiment, mais c'est aussi un outil de dialogue entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le thermicien, et l'entreprise éventuellement, qui permet de déterminer le meilleur programme que l'on peut apporter à ce projet, sachant que la simulation thermodynamique, elle va s'appuyer sur différents éléments. Elle va regarder toutes les parois, leur contenu, leur capacité, l'affectation des pièces, le comportement hygrométrique, l'inertie, etc., etc. Et puis également, elle réfléchit par rapport à un climat local. Pour les gens qui sont de Bayonne, comme j'étais sur Bayonne, quand on fait une approche conventionnelle, on travaille avec les éléments de météo d'agent. On n'a pas tout à fait le même comportement entre Agen et Bayonne. Donc, on a aussi l'intérêt de cette simulation. On va utiliser des météos proches du bâtiment dont on s'occupe. Et puis, il y a un aspect aussi prédictif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder avec ce logiciel comment pourrait se comporter en fonction des solutions que l'on va choisir dans l'année qui vient le bâtiment en fonction des données météo de l'année précédente, mais également on peut aussi par rapport au réchauffement climatique se dire si dans 20 ans il fait 1 degré de plus, 2 degrés de plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon appartement fonctionne très bien. Et c'est grâce à ces variantes de simulation que l'on voit en bas qu'on peut permettre le dialogue du projet. Voilà un exemple d'application de la simulation thermodynamique sur un bâtiment. Nicolas, ça va te parler. Un bâtiment qui est rue Tour-de-Sceau à Bayonne, donc qui est sur les remparts. Vous avez ici en bas le rempart de 1125, le rempart médiéval, hein, avec la tour ici, et puis la partie arrière et le rempart avec une petite surélévation au-dessus du mur. Des moments ici de parois qui ne donnent pas sur un bâtiment mitoyen. Et puis cette façade, 18-19e, qui est plein sud, avec un apport solaire extrêmement important. Quelqu'un a levé la main qui veut intervenir? Non? OK. Alors, sur ce bâtiment-là, voilà comment on peut appliquer rapidement une simulation thermodynamique. On part, la référence, c'est l'état des lieux. Donc, le bâtiment, dans son état actuel, il y avait un chauffage et une eau chaude sanitaire avec du gaz. Et donc, on avait une consommation donc, équivalent DPE, si vous voulez, donc uniquement chauffage et eau chaude, de 141 kg. Donc, on était en C. Ça renvoie un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur le bâti ancien et son niveau qui, d'emblée, est plutôt intéressant, mais pas suffisant, bien évidemment. Et donc, là, alors, l'idée des variantes, c'est d'étudier comment chaque solution peut être reprise ou complétée ou enlevée pour une solution suivante. Hein. Dans la variante 1, on va uniquement se contenter d'isoler la toiture et de remplacer le système de chauffage par un chauffage individuel et d'eau chaude à condensation. Et on va conserver les menuiseries sur rue à simple vitrage. On va les conserver à condition qu'elles soient en chaleur, sinon on les répare ou alors on les remplace par des menuiseries toujours à vitrage simple, mais étant chaleur bien évidemment. Et puis on va utiliser pour l'isolation de la toiture de la fibre de bois avec des densités différentes pour avoir un peu d'inertie, puisque l'inertie c'est une caractéristique de la lourdeur des parois, et donc on va essayer d'avoir des isolants un peu plus lourds pour essayer d'avoir de l'inertie sur le comble. On va isoler, dans un deuxième moment, isoler le mur au-dessus du mur médiéval avec de l'enduit chaud chanvre, et on est à 97, ou avec le watt de cellulose, on est à 83. Vous voyez aussi que les matériaux, on n'a pas forcément une idée prérequise de dire c'est de la watt qu'il faut ou c'est de l'enduit chaud chanvre, etc. Ça permet de choisir les densités, de choisir les épaisseurs, de la nature des matériaux que l'on veut utiliser. Ensuite, on va isoler, toujours en watt de cellulose, les parois qui vont donner sur des espaces internes mais non chauffés, les couloirs, les celliers, etc., etc. On est en B. On va
poursuivre par l'isolation les petites parois là, qui se donnaient sur la tour, on va les isoler, là aussi, et on va uniquement sur la façade principale être avec un petit traitement de paroi froide avec un papier cellulose ou un enduit isolant de quelques centimètres, de quelques millimètres, centimètres. On est en B, on est à 59, et si je mets en plus une hygrobé, une simple flux, une VMC hygrobé, je suis en A, je suis en BBC. Je n'ai pas isolé la paroi principale, la façade principale, je n'ai pas changé, enfin, je n'ai pas de menuiserie performante thermiquement, s'entend, sur rue. Grâce aux apports solaires, je suis avec un niveau de performance extrêmement élevé. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais isoler, je dis qu'il faut réfléchir quand on fait les choses tout simplement. Et la simulation de dynamique peut vous aider à ça. Alors, la question de double vitrage que je viens d'évoquer à l'instant, est-ce que c'est un enjeu? Alors, sur un premier dossier, un des premiers dossiers qu'on avait mis en place à Bayonne de performance, on avait bataillé avec, et Nicolas était à l'époque avec nous, on avait bataillé sur ce dossier, et on avait fini par avoir une, comme on ne maîtrisait pas ces processus à l'époque, on avait cherché un bureau d'études qui nous faisait une simulation thermodynamique sur le projet. Et donc, le thermicien, c'est un bureau d'Albi, a travaillé, et voilà les deux hypothèses qui nous intéressent aujourd'hui. La première, j'ai un bâtiment qui avec un doublage de laine minérale, et puis trois hypothèses de VMC systématiquement simple flux, avec une fenêtre conservée ou restaurée si elle n'est pas étanche, ou double vitrage, ou double fenêtre. Et l'autre solution, c'est isolation différentielle, alors laine de bois, ou liège, ou chaud-chambre, etc. Et puis les mêmes données au niveau des fenêtres. On voit qu'au niveau de la consommation d'énergie pure, on a la solution de doublage total partout de laine minérale. On a 7 kg de besoin de consommation, alors qu'on a le double de consommation avec la solution laine de bois ou chaud-chanvre ou liège. Donc, on est meilleur d'un point de vue strictement thermique sur l'isolation avec la laine minérale. Par contre, le bureau d'études nous dit, si vous regardez l'inconfort d'été, donc l'inconfort d'été, c'est quand dans l'appartement, il fait plus de 27 degrés, à ce moment-là, on n'a pas tout à fait la même chose. Si je suis dans l'hypothèse minérale avec fenêtre à vitrage simple, la moitié du temps, j'aurai un inconfort. À double vitrage, j'aurai 80% d'inconfort, et à double fenêtre, 48%. Donc la moitié du temps quand même, mais c'est la solution la moindre. Par contre, avec l'isolation différenciée, qui va me permettre de conserver l'inertie, je tombe à 24% avec la fenêtre simple d'inconfort d'été, 46% à double vitrage et 12% à la double fenêtre. On voit que la combinaison matériaux biosourcés et double fenêtre est là une combinaison extrêmement performante, à la fois thermiquement, puisque c'est pas si mal que ça, c'est 14 kg, c'est plutôt très bien, et alors un confort de pied, c'est incomparable, et donc par conséquent, là aussi, sortons des idées reçues, ne nous précipitons pas pour faire systématiquement des fenêtres à double vitrage en tant que de besoin. Donc en fait, l'idée, c'est que ce bâti, c'est un bâti qu'il faut approcher comme un système complexe, hein, où il y en a tout à regarder, l'environnement, les plantations éventuelles, le mode constructif, comment s'organise le logement, les équipements dont il dispose, les pleins, les vides, et comment vont se comporter les occupants. Je vous ai évoqué tout à l'heure les quelques sites qui étaient intéressants. Donc, parmi les sites intéressants, le site Créba, qui est un site que je vous invite à aller voir, qu'on a réalisé avec des partenaires, le CEREMA, Maison Paysanne de France, l'École d'Archi de Toulouse et l'ENSAM également. Donc, l'idée pour nous, c'est qu'il faut absolument rentrer dans cette problématique avec l'idée de faire une réalisation responsable. Cette REAB responsable, c'est une REAB qui va à la fois prendre en compte la dimension énergétique environnementale, la dimension patrimoniale, la dimension technique. Et c'est là qu'en prenant en compte toutes ces préoccupations, on va être nécessairement performant, pas forcément hyper performant d'un point de vue énergétique, mais en tout cas très performant dans ces trois dimensions, et qu'on est sûr d'avoir un bâti pérenne et un bâti qui a toutes ses qualités également environnementales et donc patrimoniales également. Je vous renvoie aussi à l'association avec différentes publications. Ici, à gauche, un guide méthodologique qui permet d'approcher les besoins, pour ça c'est la direction des villes adhérentes, comment on peut approcher la question de la consommation et de la réduction de ces effets au niveau du patrimoine, donc le guide méthodologique ici.
Et puis deux outils, l'un papier et l'autre sur site, qui recueillent des expériences de différentes villes sur des thèmes beaucoup plus larges là que le bâti. Ça peut être les déplacements, ça peut être les espaces verts, ça peut être les îlots de chaleur, ça peut être la voirie, ça peut être l'eau, les déchets, etc., etc. Je vous renvoie en tant que de besoin à ces documentations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je suis à votre disposition. Beaucoup. Alors, nous n'avons pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent prendre la parole. Sinon, on va passer directement à la deuxième présentation avec Laure Tranois. Vous pouvez peut-être arrêter votre partage d'écran, Jackie. Oui, j'arrive. Merci Loé, merci. Alors Jackie, vous introduisez parfaitement mon propos parce qu'à peu près tout ce que vous avez pu dire, évidemment, les matériaux biosourcés et géosourcés vont pouvoir répondre en partie aux problématiques que vous avez soulevées. Donc c'est vraiment parfait, je ne pouvais rêver mieux. Donc je vais partager mon écran, vous me direz Loé si c'est bon pour vous, si vous voyez bien. C'est bon, on voit bien. Vous voyez bien. Donc, je suis Laure Tranois, je suis chef de projet filière biosourcée et géosourcée au ministère de la Transition écologique. Moi, je suis en administration centrale, donc au niveau pas très loin des cabinets ministériels. Mais dans chacune des DREAL en région, il y a un correspondant filière verte qui est là. Et tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui sur ces matériaux biosourcés et géosourcés de manière très, très générale, hein, je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail, ce n'est pas le lieu et je n'aurai pas assez de temps, mais ça vaut aussi bien pour la construction que pour la rénovation, et notamment la rénovation du bâti ancien, mais je ne vais peut-être pas focuser spécifiquement sur cette réno. Il va falloir, dans mon propos, hein, vous allez voir que je vais évidemment l'évoquer, mais les matériaux biosourcés s'adaptent vraiment à tout type de construction. Donc, voici le plan de mon intervention. Pourquoi est-ce que dans la construction et développement durable aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça match? Je ferai un petit focus assez rapide sur les politiques publiques en faveur des matériaux biosourcés. Donc, en gros, c'est pourquoi est-ce que l'État aujourd'hui s'investit dans le développement de ces matériaux. Et puis ensuite, on essaiera ensemble de lever un peu les freins culturels qui existent encore énormément vis-à-vis de ces matériaux biosourcés et géosourcés. Les trois petits cochons, on va le dire, sont passés par là pendant plusieurs années et il faut vraiment réhabiliter ces matériaux. Donc, construction et développement durable, je ne vous apprendrai rien, le bâtiment a vraiment un impact assez important sur l'environnement, aussi bien que ce soit sur la consommation d'énergie finale, sur les émissions de CO2, sur la consommation des ressources minérales, sur les prélèvements en eau. C'est également un secteur où il y a énormément de déchets. Et donc, que ce soit bien sûr pour la construction, là, le poids est vraiment énorme, ou pour la réno. Et donc aujourd'hui, bien sûr, les différentes réglementations thermiques ont permis de réguler un petit peu tout ce qui est lié à l'énergie ou aux émissions de CO2, mais il reste encore beaucoup à faire. Et aujourd'hui, les matériaux représentent une part de plus en plus importante de l'impact sur l'environnement et il va donc falloir jouer sur ces matériaux. Et en réno, encore plus, puisque on va des modifications et les matériaux vont être là vraiment en première ligne. Donc, il va falloir réfléchir à ces matériaux et comment on va les utiliser. Pour ça, eh bien, la solution, c'est peut-être évidemment l'utilisation de matériaux dans lesquels on va avoir des processus de fabrication qui vont être plus sobres, de minimiser les transports, de limiter le recours à des adjuvants chimiques notamment, de minimiser les besoins en énergie, que ce soit au niveau de la fabrication ou au niveau aussi de l'usage du bâtiment. Et puis, quelque chose aussi qui aujourd'hui rentre de plus en plus en compte, c'est la fin de vie de ces matériaux. C'est-à-dire que lorsque l'on va
déconstruire un bâtiment, est-ce que les matériaux vont pouvoir être réutilisés, recyclés, aller au compost? Tout ça, c'est des réflexions qu'il faut avoir. Et puis, bien sûr, il faut maximiser l'usage des matières premières favorables à la biodiversité, au captage du CO2, c'est-à-dire qu'il faut aller vers des ressources qui vont être renouvelables sur des échelles de temps qui peuvent être différentes, mais essayer de limiter évidemment au maximum l'usage des énergies fossiles ou des matières minérales. Pour cela, eh bien, une solution, ça peut être la bioconstruction. Et la bioconstruction, ça représente vraiment beaucoup de secteurs différents. On a bien sûr tout ce qui est les biosourcés. Les biosourcés, on a une définition qui est valide, enfin qui est dans le vocabulaire de l'environnement et qui est donc sur Légifrance, et qui nous dit que c'est une quantité de biomasse qui est utilisée dans les produits ou dans les matériaux. Dans ces matériaux biosourcés, on en a de plusieurs familles. On a tout d'abord les filières végétales. Là, on a bien sûr le bois qui représente une part vraiment très importante de ces matériaux biosourcés, filières végétales, mais il y en a également plein d'autres. Le chanvre, la paille, le liège, l'herbe de prairie, le lin aussi qui peut être utilisé, et j'en passe, et j'en passe. Il y en a vraiment énormément. On a également les filières animales. Donc, c'est quoi? Eh bien, c'est essentiellement l'utilisation de la laine de mouton comme isolant. Où là, la laine est un déchet, en fait, pour les agriculteurs, les éleveurs, et donc ça permet de réhabiliter, voilà, la laine qui n'est pas utilisée, notamment dans le textile, et donc ces laines un petit peu moins nobles, on va dire, peuvent être utilisées dans la construction. Également utilisées dans les filières végétales, c'est les filières issues du recyclage. Et là, on est sur la ouate de cellulose qui est faite à partir de papier recyclé, mais également le textile recyclé. Et quand on parle de textile, on est sur le coton, et c'est pour ça que généralement, les isolants à base de textile recyclé sont bleus parce qu'on utilise essentiellement des jeans usagés. Ça, c'est la partie biosourcée. La partie géosourcée, là, on est sur tout ce qui est à base de terre, mais de la terre crue, essentiellement, et puis également sur tout ce qui est pierre sèche, pierre de taille, etc., etc. Donc, on a là un panel de matériaux qui sont nombreux et qui ont été utilisés depuis la nuit des temps, depuis que l'homme fait des maisons, fait des habitats. Il utilisait ces matériaux, mais avec la guerre et la reconstruction, eh bien, ce sont des filières qui sont parties un peu en désuétude parce qu'il fallait aller très vite pour la reconstruction. Et donc, elles reviennent sur le devant de la scène depuis plusieurs années. Et on va voir un petit peu comment elles se développent. En tout cas, les matériaux biosourcés et géosourcés vont pouvoir être utilisés dans de nombreuses conditions, bien sûr en structure et pour les cloisons, et là on est plutôt sur le gros œuvre, avec bien sûr le bois d'œuvre, avec la terre crue qui peut être utilisée également en structure, avec la paille qui peut être, on peut avoir de la paille porteuse, hein. Il faut se rappeler quand même que la plus ancienne construction en France où on a une paille qui est là alors peut-être pas porteuse, elle est plutôt en remplissage, mais quand même, c'est la maison Feuillette et elle a plus de 100 ans aujourd'hui. Et la paille qui est encore en isolation de cette maison Feuillette, c'est la paille qui était utilisée il y a 100 ans. Donc voilà, ça, c'est pas de souci. Et puis bien sûr, tout ce qui est plaques et puis panneaux. La grosse majorité également des matériaux biosourcés sont utilisés en isolation et en remplissage. On va avoir bien sûr des isolants qui peuvent être manufacturés, industrialisés, où on va avoir une massification vraiment très importante. C'est la fibre de bois, la ouate, le textile recyclé. On a ensuite des isolants qui sont peu transformés. La paille est vraiment le matériau par excellence de l'isolant peu transformé. L'agriculteur va réaliser des bottes et ces bottes vont partir sur le chantier pour être mises en œuvre. Donc, à part une ficelle qui retient la botte, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est fait dans la fabrication d'une botte de paille. Mais il y en a d'autres et on a notamment tout ce qui peut être notamment le vrac. On a également les matériaux de remplissage, la paille, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les bétons,
ce qu'on appelle les bétons végétaux. Alors, il n'y a pas de béton normalement dans ce qu'on appelle les bétons végétaux. C'est un mélange de granulats de biosourcés, notamment le bois, le chanvre, par exemple, auquel on va ajouter de la chaux et puis de l'eau. Et puis, on a un dernier endroit où on peut mettre des matériaux biosourcés, ce sont les revêtements intérieurs, les revêtements externes, donc revêtements intérieurs, les parquets, linoléum, etc., les enduits, tout ce qui est revêtements extérieurs, notamment le bardage ou également les enduits, et puis les couvertures, toitures. Voilà en gros pour où est-ce qu'on peut mettre des matériaux biosourcés. L'avantage, c'est que ces matériaux, ils ont une capacité, une performance environnementale qui est assez importante. Parce qu'ils utilisent, comme je vous l'ai dit, peu ou pas d'énergie grise. C'est cette énergie qui est utilisée pour la fabrication des matériaux. Sur ce diagramme, on voit bien, hein, évidemment, de l'énergie est nécessairement utilisée, mais on voit quand même que tout ce qui est matériaux qu'on appelle conventionnels sont bien sur la droite et vont utiliser quand même pas mal d'énergie grise. Les matériaux biosourcés, eux, sont quand même soit vraiment très très minimum ou vraiment assez peu. Et donc, ils ont comme c'est un avantage de performance environnementale. Autre avantage de ces matériaux, c'est qu'ils ont un bilan carbone qui est vraiment très bon. Parce que, évidemment, puisqu'on est sur des végétaux essentiellement, on va avoir une captation du carbone au moment de la pousse. La pousse va pouvoir se faire, bien sûr, pour le bois sur plusieurs années, mais on va avoir pour tout ce qui est la paille de blé, mais d'autres pailles également, pour le chanvre, etc. Ce sont des ressources qui vont se renouveler annuellement, voire plusieurs fois dans l'année, comme l'herbe de prairie, par exemple, où tous les 3 mois, on coupe l'herbe et elle va ensuite être utilisée à compacter pour faire des isolants. Donc, cette pousse qui est régulière va permettre d'avoir un bilan carbone qui va être vraiment intéressant. Et ce bilan carbone, aujourd'hui, va être de plus en plus utilisé, notamment dans la construction neuve, dans le cadre de la RE 2020, sur l'empreinte carbone du bâtiment. Cette performance environnementale, ce côté où l'empreinte carbone des matériaux biosourcés, parce qu'ils utilisent peu d'énergie grise, parce qu'ils stockent du carbone et qu'ils vont le stocker pendant toute la vie du bâtiment, amène un impact environnemental qui va être moindre pour ce type de matériaux. Voilà en gros pour une présentation très générale. Je passe aux politiques publiques en faveur des biosourcés, des politiques publiques qui sont en ce moment vraiment très portées sur la construction neuve, mais où on nous dit quand même que les nouvelles constructions doivent être exemplaires. Et puis quelque chose qui est intéressant et qui vient de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, c'est que là on nous dit, et la loi le dit, que l'utilisation des matériaux biosourcés concourt au stockage carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Et ça, quand on est maître d'ouvrage et qu'on veut aller vers des matériaux qui vont avoir justement une exemplarité, la loi dit bien qu'il y a effectivement une essence spécifique sur le stockage carbone. La commande publique également nous dit qu'il faut avoir une performance environnementale dans les produits qui sont achetés et notamment leur caractère biosourcé. Et ça peut être vraiment qui a été développé ensuite dans la loi Elan de 2018, qui précise ce qu'est cette performance environnementale dans le cadre du bâtiment. Alors la commande publique, c'est vraiment important parce que des bâtiments publics sont également à rénover. Et donc, on va avoir vraiment au niveau de la commande publique, un impact vraiment très important, d'autant plus que on va avoir dans quelques semaines une évolution du CCAG qui va imposer en tout cas la prise en compte de critères environnementaux. Donc, les matériaux biosourcés pourront y répondre. L'article que je vous mets sur la gauche, c'est la RE 2020. Pour la construction neuve, ça c'est certain, mais je pense que pour la réno, il y a aussi moyen d'aller vers les exigences qui sont données, bien sûr à moindre, mais sur lesquelles on peut s'inspirer. Et donc, toute cette mouvance vraiment qui a été mise depuis plusieurs années,
se retrouve dans le plan de relance. Et pourquoi je parle du plan de relance? C'est parce qu'on a tout un volet sur la rénovation énergétique et les ministres de la transition écologique et la ministre en charge du logement en ont parlé. C'est qu'aujourd'hui, on parle de rénovation environnementale. Et dans le plan de relance qui brasse quand même des milliards d'euros, on a cette question de la rénovation environnementale de bâtiments publics de l'État, de collectivités, de logements sociaux. Bien sûr, on n'est majoritairement pas sur du bâti ancien, mais on voit vraiment que la dynamique est réellement lancée. Voilà pour, en gros, ces politiques publiques. Peut-être ce que je peux vous dire également, c'est qu'au niveau de ma prime rénov', qui est portée par le ministère, bien sûr, de la transition écologique, les matériaux biosourcés sont bien sûr présents. Ils peuvent tout à fait, les maîtres d'ouvrage, les particuliers peuvent prétendre aux aides de ma prime rénov' en utilisant des matériaux biosourcés, mais pour cela, il faut avoir près de chez soi des entreprises qui seront capables de les mettre en œuvre. Et c'est peut-être là aussi le problème que peuvent rencontrer les matériaux biosourcés, c'est qu'on a énormément de freins culturels qui sont là et qui continuent un peu d'exister, même si on sait qu'ils ont une performance et qu'il faut pouvoir travailler et mettre en œuvre ces matériaux. On a encore certaines réticences. Et ces réticences, elles viennent avec des préjugés. Le premier préjugé, c'est que oui, on parle des matériaux isolants, biosourcés, géosourcés, mais est-ce qu'il y a réellement un confort? On parle de performance environnementale, mais est-ce qu'ils ont une performance énergétique? Parce que quand on fait une rénovation, ce qui compte peut-être en premier lieu, c'est bien sûr cette performance énergétique. Il y a un confort thermique, on va le voir dans les slides suivantes, qui est vraiment très important. Et c'est vraiment là-dessus que les filières se portent aujourd'hui, c'est-à-dire c'est de démontrer que leur lambda, leur résistance thermique est équivalente, ou mieux, peut-être un petit peu moins par moment, à des matériaux qui sont plus conventionnels. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les matériaux biosourcés ou géosourcés pondent des parois avec des propriétés hygrothermiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matériau va réagir aux variations de température entre l'intérieur et l'extérieur et avec l'humidité ambiante. Ça veut dire quoi? C'est que ces matériaux, ce sont des matériaux qui sont perspirants. Ça veut dire que l'humidité, l'eau, va rentrer à l'intérieur. Puisqu'ils sont faits de multiples alvéoles, etc., ils vont garder cette humidité en eux et selon qu'il fait chaud à l'extérieur, ils vont relâcher la forme de vapeur et les filières sont en train de travailler là-dessus, ce qu'on appelle le déphasage de l'eau. Ils vont pouvoir faire en sorte d'amener de l'humidité et donc de la fraîcheur à l'intérieur du bâtiment lorsqu'il fait très chaud à l'extérieur et inversement, lorsqu'il fait froid à l'extérieur, ils vont amener la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Les filières travaillent vraiment énormément sur cet aspect-là des matériaux biosourcés notamment parce qu'elles savent que c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment démontrer de plus en plus pour pouvoir évidemment prétendre peut-être à des aides ou ce genre de choses. Sur le confort d'été, il existe peu d'inertie, mis à part pour la terre crue, qui va garder bien cette chaleur. Et là encore, on a des études qui sont en cours, aussi bien au sein du ministère que par les filières elles-mêmes, parce que ce sont les filières qui doivent monter en compétences et c'est elles qui doivent porter, bien sûr, l'innovation en mettant sur le marché de nouveaux matériaux, mais aussi en prouvant qu'elles répondent bien aux exigences du Code de la construction et aux différentes règles qui régissent le bâtiment. Je reviens sur le confort thermique dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà les lambda des matériaux biosourcés et de quelques géosourcés. On voit, ils sont vraiment dans la moyenne des matériaux qui sont plus conventionnels. Donc, aucun problème au niveau de cette performance thermique. Au niveau de la résistance à la vapeur d'eau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr, on a des matériaux qui sont vraiment presque hygrophobes. Le liège en est un par excellence. Mais on voit vraiment qu'avec ces
nus qui sont là, l'eau va pouvoir circuler librement. Et donc, c'est ce que vous disiez, Jackie, l'importance réellement de pouvoir mettre des isolants sur des parois qui ont qui sont par essence à faire circuler l'air et à faire circuler la vapeur, de mettre des isolants biosourcés, parce que l'eau va continuer de circuler et il ne faut pas évidemment de barrière. Évidemment, on ne va pas mettre un isolant biosourcé avec derrière un enduit qui va être étanche, ça n'aurait pas de sens. Et l'eau qui va être alors à l'intérieur du matériau, de l'isolant biosourcé, eh bien, ça va dégrader le matériau et il va falloir le changer beaucoup trop rapidement. Et les désordres souvent viennent de là, c'est-à-dire qu'on va calfeutrer. On calfeutre le mur, on calfeutre l'isolant, il n'y a plus de circulation d'air, plus de circulation d'eau, et les désordres se mettent en place. Donc là, on est vraiment sur des isolants qui répondent à ce que une exigence un peu que vous décriviez tout à l'heure. Voilà, un petit tableau que vous verrez tout à l'heure, un peu de comparaison avec les différences de masse volumique, de conductivité thermique pour quelques isolants, encore une fois. Je ne peux pas être exhaustive ou sinon le tableau prendrait vraiment beaucoup trop de place, mais n'hésitez pas vraiment à aller voir ces caractéristiques thermiques des matériaux biosourcés. On peut avoir vraiment de bonnes surprises, des choses auxquelles on ne pensait pas. Un deuxième préjugé, c'est que justement, avec ces questions d'eau qui circulent à l'intérieur des matériaux biosourcés, géosourcés, eh bien, ça pourrit facilement. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention. L'hygrovulnérabilité est vraiment variable d'un matériau à l'autre. Le liège est imputréfible, ça vous le savez. Quand on est sur des laines, voilà, on peut avoir des choses qui sont assez comparables à du bois. Donc, oui, il faut faire attention, mais pas non plus énorme. Pas la peine de trop s'inquiéter non plus. La paille, elle, va être beaucoup plus sensible parce que elle va être moins protégée par des ajouts de chaux, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, il va falloir vraiment faire très attention lorsqu'on est en phase de chantier, notamment à tout ce qui est le stockage. Il faut pouvoir avoir des lieux qui vont pouvoir abriter les matériaux avant qu'ils puissent être mis en œuvre. Et donc ça, c'est vraiment important. Il y a également toute la question de la mise en œuvre et de la qualification, de la formation des artisans, bien entendu, qui vont mettre en place et mettre en œuvre ces matériaux biosourcés sur du bâti ancien, mais peut-être aussi au niveau des architectes de développer la formation pour mieux connaître ces matériaux biosourcés et savoir qu'il y a des temps qui peuvent être plus longs parce que ça nécessite des temps de séchage, notamment quand on est sur de la filière humide, par exemple quand on veut faire un béton de chanvre qui va être projeté, eh bien, il va falloir laisser évidemment le matériau sécher. Idem, bien sûr, pour tout ce qui est terre crue, puisque le séchage va se faire naturellement par le soleil, ça demande des temps qui sont plus longs. Laisser la perspirance des murs, ça je l'ai déjà dit, et puis laisser le temps de séchage au matériau. Les biosourcés, ça brûle. Eh bien, c'est de la biomasse végétale. Donc oui, par essence, ça brûle. Donc il faut vraiment, dans la réglementation au feu, il faut vraiment prendre la différence entre tout ce qui est réaction au feu, c'est-à-dire le temps, la contribution de l'élément au développement du feu. Donc là, on est dans les 15 premières minutes de démarrage du feu. Et la résistance au feu, ça veut dire comment l'élément va réagir quand on est vraiment au cœur de l'incendie. Donc évidemment, très important de garder évidemment tout ce qui est lié à cette réglementation incendie. Le but n'étant pas de mettre n'importe quel matériau, n'importe où. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que oui, avant d'être mis en œuvre, les matériaux biosourcés sont classés E, donc très inflammables, on est sur de la biomasse végétale, mais une fois qu'ils vont être mis en œuvre, une fois qu'ils vont être isolés, un enduit va être mis sur eux, là, que ce soit des éléments en terre crue ou de la chaux notamment, les matériaux, la plupart vont arriver en catégorie B et il n'y aura pas de problème. Ce qu'il faut se dire, c'est que des règles professionnelles existent pour certains d'entre eux. S'il y a évidemment la question au feu est bien sûr traitée,
Mais ensuite, tout ce qui est lié à l'innovation, etc., des ATEX sont tout à fait dispensés pour une grande majorité des matériaux biosourcés. Donc pour le feu, il faut faire attention, bien entendu, mais il n'y a rien de contradictoire. Alors, est-ce que ça coûte plus cher? Quand on regarde au prix réellement d'un isolant en euros par mètre carré, oui, évidemment, on le voit bien, la laine de verre, elle est tout en bas à gauche. Les isolants biosourcés sont plus chers. C'est pas non plus énorme, mis à part là pour le liège expansé qui, lui, évidemment, est très coûteux, mais ça peut encore aller. Donc, on voit quand même que cette comparaison des prix peut avoir un impact très important quand on est en rénovation, parce que la part du coût des matériaux va être importante dans le projet, mais on peut quand même se dire qu'il va y avoir des avantages à mettre en place des matériaux biosourcés. Pourquoi? Parce que on va avoir un coût moyen quand on est sur la construction, hein, encore une fois, on n'est pas sur la réno, on est sur un coût moyen. Aujourd'hui, si on a des prix un peu plus élevés, c'est parce que l'offre et la demande ne se répondent pas tout à fait et qu'on est sur des filières artisanales. Ça veut dire qu'il faut former les artisans, qu'on est sur des temps longs, ça je vous l'ai déjà dit, mais ce qui est certain, c'est qu'on a de réelles économies à moyen et court terme. Pourquoi? Parce que ce sont des matériaux qui vont isoler parfaitement en confort d'hiver, mais aussi en confort d'été, avec toute cette question du déphasage de l'eau. Et là, cette question du confort d'été aujourd'hui sur lequel les filières travaillent est vraiment importante, parce qu'il faut vraiment pouvoir justifier le fait d'avoir peu d'énergie qui va être consommée dans la vie du bâtiment pour chauffer, pour refroidir, et les matériaux biosourcés veulent prouver justement qu'ils ont cette capacité-là. Donc, on a des réelles économies qui peuvent être pensées à moyen, voire à court terme. Les isolants, enfin les matériaux biosourcés, on va les retrouver aujourd'hui à peu près sur l'ensemble du territoire. Ce qui est important, c'est de bien connaître les entreprises, les filières qui sont présentes sur le territoire sur lequel les chantiers vont pouvoir se faire. Il faut voir aussi que dans les points de vente, on va pouvoir en trouver une grande majorité. Et puis ensuite, il faut pouvoir aller du côté des filières qui pourront vous dire où les trouver. Voilà. Si on résume, quelques points de vigilance, bien entendu, sur l'humidité, toujours mettre en œuvre sur des surfaces sèches, protéger les isolants et les matériaux de l'eau en phase chantier, anticiper les remontées capillaires. On voit vraiment que l'eau, c'est un point de vigilance qui est quand même assez important. Il faut aussi des règles de mise en œuvre qui sont vraiment à respecter sur les méthodes de pose, d'où vraiment une très grande nécessité de former les artisans à la mise en œuvre de ces matériaux biosourcés. Il y a des couples liants granulats qu'on ne peut pas négliger et qu'il faut vraiment s'astreindre à suivre, et puis respecter les densités. Mais d'un point de vue général, on peut s'intéresser vraiment à ces matériaux biosourcés parce qu'ils sont renouvelables, parce qu'ils stockent du carbone, ils utilisent peu d'énergie grise, et on est donc là sur tout ce qui est la performance environnementale du bâtiment. Ce sont des matériaux qui sont durables, comme je vous l'ai dit, la plus vieille maison qui est construite avec des bottes de paille à plus de 100 ans. Les premières utilisations du chanvre dans la construction, elles datent des années 80 en France. La France est des pionnières dans la construction en chanvre. Le bois, évidemment, je n'en parle pas. Les charpentes en bois sont légion dans de nombreux édifices. Et puis, il faut aussi voir quelque chose, la performance thermique, évidemment, on vient d'en parler, mais on a un aspect agréable à travailler. Et les artisans qui mettent en œuvre ces matériaux biosourcés ou qui les découvrent pour les premières fois se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose d'agréable, un retour vraiment aux matériaux et à l'envie de travailler avec des matériaux naturels. Et les artisans qu'on a pu interroger, nous, au niveau du ministère ou dans les parcs naturels régionaux, par exemple, nous disent vraiment qu'ils deviennent par la suite ambassadeurs un peu de ces matériaux parce qu'ils sont vraiment très, très agréables à travailler. Je vous remercie. Je ne sais pas si, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps de parole. N'hésitez pas en tout cas à… donc nous, c'est une petite plaquette qu'on a faite de quelques
4 pages pour expliquer ce que sont ces matériaux biosourcés. Vous les retrouvez sur le site du ministère de la Transition écologique. Vous notez dans le moteur de recherche matériaux biosourcés, vous arriverez sur ces pages. Il y a également, si des fois ça peut vous intéresser, un guide pour aider les acheteurs publics à l'utilisation de ces matériaux biosourcés. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je suis bien sûr disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous avons une question de Kenza qui lève la main. Normalement, le micro ouvert, donc si vous voulez... Ah, le micro s'est recoupé. Alors, sinon, nous avons une question également d'Elisa. Oui, bonjour. Du coup, je ne sais pas si Kenza elle veut parler d'abord. Je vais poser ma question. Du coup, je voulais juste demander par rapport aux formations, etc. Je me demandais s'il y avait justement, si le ministère de la Transition écologique communiquait avec le ministère de l'Éducation ou autre par rapport justement à la formation des architectes au sein des écoles d'architectes, ou que ce soit les CFA par exemple, pour changer peut-être les programmes d'éducation ou du moins prévenir de ça, parce que prévenir les artisans, c'est très important, mais du coup, si entre guillemets, on va déjà à la source, voilà, enfin, j'avais cette réflexion et je me demandais si ça existait déjà ou si c'était en cours. Alors, ce sont des réflexions vraiment qui sont là depuis plusieurs années. Modifier les programmes de la formation initiale, c'est pas évident. On travaille, nous, avec les écoles d'architecture, certaines. On a des professeurs qui sont vraiment très engagés dans la construction biosourcée et qui proposent des modules sur la question, mais ce n'est pas un module qui est obligatoire et qui est dans le programme obligatoire. Donc là, c'est vraiment à la volonté des professeurs qui sont en place. En tout cas, il y a un concours, le concours Impact, qui a été mis en place depuis plusieurs années et qui est financé par le ministère de la Transition écologique pour inciter les étudiants en architecture à s'intéresser un petit peu plus aux matériaux biosourcés et géosourcés. En tout cas, on est sur une question plutôt de frugalité aujourd'hui des matériaux, c'est-à-dire qu'on va aussi sur le réemploi, etc., etc. Au niveau tout ce qui est ingénieur aussi, c'est très important évidemment au sein d'un bâtiment. Nous, dans les écoles d'ingénieurs du ministère de la Transition écologique, on a des modules sur là, mais évidemment, tout est encore à développer. Ensuite, pour tout ce qui est lié aux artisans et la formation initiale des artisans, là, dans les CFA notamment, ou vis-à-vis des compagnons, il y a des actions qui sont faites ponctuellement par mes collègues Andréal qui se déplacent dans les CFA pour dire voilà ce que sont les matériaux et on peut en parler, parce qu'un autre corps aussi qui est important, ce sont les contrôleurs techniques. Alors peut-être plus pour la construction neuve, mais là aussi, c'est vraiment toute la chaîne qui doit vraiment prendre en compte et comprendre ce que sont ces matériaux, comment on les met en œuvre. Et donc, voilà, dans la formation initiale, on essaye de faire rentrer petit à petit. On est aujourd'hui dans le plan d'investissement d'avenir. Vous vous souvenez dans la slide où je vous parlais du plan de relance. Depuis plusieurs années, en dehors du plan de relance, il existe le PIA, c'est le plan d'investissement d'avenir qui doit permettre le développement de l'innovation pour faire progresser la France dans des ambitions vraiment très, très larges. Aujourd'hui, on est sur une 4e vague de ce plan d'investissement d'avenir et ils ont décidé d'avoir quelque chose qui soit vraiment porté sur la formation. Et donc, nous, on a un volet sur le développement des matériaux biosourcés et on va vraiment essayer de faire en sorte que la formation pour l'ensemble des acteurs de la chaîne du bâtiment, parce que, évidemment, même si on n'est pas un artisan qui doit mettre en place un matériau biosourcé, c'est toujours bien de comprendre ces nouveaux matériaux qui arrivent sur un chantier. Et donc, c'est vraiment pour nous quelque chose de vraiment très important et on se rend compte que la formation est vraiment primordiale. Les filières vont commencer à mettre en place, on l'espère, au milieu de cette année 2021, une formation qu'ils espèrent, alors je ne sais plus si c'est diplômante, en tout cas certifiante, qui va présenter les matériaux biosourcés avec des focus sur certaines techniques. Alors, il y aura un package général et puis ensuite des focus vraiment techniques, mais là, effectivement, on est encore sur de la formation continue et pas initiale.
J'aurais beaucoup à dire sur la formation, mais il n'y a pas il n'y a pas que moi qui dois parler, donc je suis obligée de couper, mais n'hésitez pas, on peut en discuter pareil. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à l'intervention suivante. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions, donc je vais laisser la parole à Rémi Cognier. Bonjour à tous. Eh bien, merci à Laure et Jackie de leur intervention. Je vais également parler de formation un petit peu. Vous avez parlé tous les deux d'humidité et on voit que c'est un sujet important dans le bâti ancien, dans le bâtiment d'une façon générale. Alors, donc, je suis Rémi Cognier, je travaille donc à l'ASDER. Donc, je vous partage ma présentation. Donc, l'ASDER, qui est une association, c'était trop vite, une association savoyarde basée à Chambéry, qui est spécialisée dans la transition énergétique, dans le bâtiment durable. On a la spécificité d'avoir 2 pôles avec une partie accompagnement conseil. On est espace faire de savoir. Donc, on accompagne les porteurs, les maîtres d'ouvrage particuliers, copropriétés, collectivités dans leurs projets. Et on est également centre de formation. Donc, on porte des formations longues, certifiantes sur la question de l'énergie et du bâtiment durable. On porte également des formations courtes et notamment des formations en ligne. Je vous parlerai de MOOC à la fin de mon intervention, puisque je vais vous présenter différentes ressources gratuites qui vous permettent de gagner en compétences sur ces différents sujets. Alors, la problématique de l'humidité, d'une façon générale, le bâtiment est soumis à des sources d'humidité, qu'elles sont soit extérieures par les intempéries, le sol lui-même avec des remontées capillaires, ou internes au bâtiment, éventuellement aux matériaux utilisés pour la rénovation, par exemple les matériaux de la filière humide qui doivent sécher un certain temps avant d'être recouverts. Les matériaux de la filière sèche qui, s'ils sont mal stockés, s'ils ne sont pas à l'abri de la pluie, peuvent poser des problèmes. On l'a vu, les matériaux biosourcés notamment sont plutôt sensibles à l'humidité, donc il va falloir être prudent, et c'est pour ça qu'on va fixer un peu des règles de bon sens pour éviter des dégradations. Et puis, bon, on a tous les problématiques de la vie quotidienne, les accidents domestiques et puis l'usage dans le bâtiment qui produit de l'humidité. Ça peut être plusieurs dizaines de litres d'eau par jour dans un bâtiment. Une famille peut produire jusqu'à 40 litres d'eau, donc c'est de la vapeur qui est produite et qu'il va falloir évacuer. Donc, Jackie vous l'a présenté déjà ce schéma sur le bâti ancien, donc les principaux risques dans la réhabilitation du bâti ancien, c'est de bloquer l'humidité dans les parois, en fait, qui peut entraîner une dégradation des matériaux, qui soient biosourcés ou géosourcés d'ailleurs. Et donc, on sait aujourd'hui que les solutions conventionnelles qui ont été utilisées lors du siècle dernier sont à proscrire. Ils bloquent l'humidité à l'intérieur du mur, et donc on a besoin que cette humidité elle puisse circuler sous forme liquide et sous forme de vapeur. Donc, je vais vous proposer, c'est un sujet vraiment important, je vous inviterai à approfondir parce qu'il est très riche et assez complexe. Donc là, on a peu de temps, donc je vais fixer des règles de bon sens qui permettent de limiter au maximum les risques dans le bâti. Et la première de ces règles, c'est d'évacuer l'humidité.
L'humidité vient en grande partie de l'activité humaine, respiration, douche, cuisson. Dans le cadre d'une réhabilitation énergétique, on va améliorer la perméabilité à l'air. Jackie en a parlé, en changeant les menuiseries, on va améliorer l'étanchéité à l'air du bâtiment et du coup, on va réduire l'évacuation de cette humidité. La perméabilité du bâtiment qui faisait office de mauvaise ventilation avant, puisqu'elle était soit trop importante, soit pas assez. Aujourd'hui, on la limite et donc l'ouverture des fenêtres va devenir insuffisante pour évacuer l'humidité au fur et à mesure de sa production. Donc, la seule solution, c'est de mettre en place une ventilation continue, mécanique ou naturelle assistée, qui permet d'évacuer efficacement l'humidité. Donc, elle peut être de simple flux, elle peut être de double flux avec récupération de chaleur, ou même dans des cas de difficulté de mise en place, elle peut être répartie. Il faudra des extracteurs dans les pièces humides, des apports d'air neufs dans les pièces de vie et un balayage entre ces pièces par l'intermédiaire du d'étalonnage de portes. On a une réglementation qui date de 82, qui fixe des débits à environ 0,6 volumeur. Cette réglementation, elle s'applique aux bâtiments neufs, elle ne s'applique pas aux bâtiments anciens, mais c'est une bonne base de référence pour dimensionner ces débits-là. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on vit dans un bâtiment du XVIIe siècle que l'on doit vivre comme au XVIIe siècle. Du coup, la ventilation avec la réhabilitation est vraiment le premier point est indispensable. Le second point sera le traitement des remontées capillaires. Si un mur présente des pathologies qui sont liées à l'humidité, donc on va avoir les principales du salpêtre, de la moisissure ou des mousses qui apparaissent dessus, il va falloir comprendre la cause et traiter avant toute rénovation. C'est essentiel. Isoler un mur qui est déjà humide va faire qu'aggraver les choses. Donc, souvent, ça peut être lié, comme on l'a vu précédemment, à des éléments étanches qui auraient été étanches ou non capillaires qui auraient été rajoutés sur ce mur. Alors, des bétons, asphalte, goudron, ou même des peintures. Il faudra donc les retirer et laisser sécher le mur. On peut être amené à laisser sécher ce mur 6 mois avant d'intervenir dessus pour vraiment l'assainir. Donc, les solutions qui existent, elles sont généralement réalisées par des entreprises spécialisées. Si c'est dû à un excès d'humidité dans le sol, il faudra traiter la source, bien sûr avec les mesures précédentes qu'on a vues, et traiter les remontées capillaires avec des drainages en périphérie ou légèrement décalés. Alors, il faudra faire attention à ne pas trop toucher les fondations. S'il y a des fondations, il faudra être prudent au niveau de cette intervention-là, mais il faudra peut-être décaler le drainage pour évacuer cette eau liquide, mais c'est vraiment une solution classique, mais qui fonctionne. C'est la solution qui fonctionne le mieux. Après, si on a des impossibilités de drainage, ou même si on a des remontées qui sont beaucoup plus importantes, on a la possibilité d'intervenir directement sur le pied du mur en injectant des résines ou en faisant
des traitements osmotiques qui permettent de bloquer l'humidité dans les capillaires. Ça, voilà, ce sont des interventions qui sont réalisées par des entreprises spécialisées. Ça vient toujours en complément des précédentes interventions. Bien sûr, enlever les enduits et les surfaces imperméables, le drainage et ensuite l'injection ou le traitement osmotique vient en complément si la solution n'est pas traitée. Troisième règle de bon sens, assurer l'étanchéité à l'air. On en a déjà parlé avec un frein vapeur. Alors souvent la question, un doublage collé avec une isolation ou avec un papier craft suffit-il à protéger le mur? La réponse est non. Le craft n'est pas un pare-vapeur, ni les bandes à joints d'ailleurs. Un doublage collé n'assure pas une bonne étanchéité à l'air. On va utiliser un frein vapeur hygro-variable. Alors, on a deux phénomènes qui sont en jeu ici. On assure l'étanchéité à l'air avec un frein vapeur. L'étanchéité à l'air qui est un phénomène de flux d'air qui dépend de la pression du vent sur les façades, qui va créer un courant d'air. On sait qu'un isolant, c'est l'air statique qui isole. Donc, si vous avez un flux d'air qui traverse un isolant, on perd les propriétés isolantes. Et le transfert de vapeur d'eau, qui est un phénomène qui dépend de la différence d'humidité entre l'extérieur et l'intérieur. Généralement, en hiver, il fait plus sec à l'extérieur et donc, du coup, on a tendance à avoir un flux de vapeur de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, ces deux phénomènes se traitent avec le même produit. Donc, c'est le frein vapeur hygro-variable. Et aujourd'hui, et notamment dans la rénovation du bâti ancien, si on isole par l'intérieur, c'est une solution qui ne doit pas être une option, c'est indispensable de mettre en place ce produit-là, de préférence avec un vide technique entre cette membrane et le parement pour laisser passer tous les réseaux électriques sans percer le frein vapeur. Alors ensuite, on a toujours dans la question du transfert de vapeur d'eau, il va falloir respecter la perméabilité croissante et permettre le séchage du mur. Donc, pour que l'humidité ne s'accumule pas en migrant à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, les matériaux doivent être de plus en plus ouverts à la diffusion de vapeur d'eau. Pour ça, on doit avoir, on parle c'est Laure qui vous a présenté la perméabilité des matériaux. On parle de SD. Il faut que les matériaux soient de plus en plus ouverts vers l'extérieur. Un SD élevé, c'est un matériau qui est fermé à la vapeur d'eau. Un SD faible, c'est un matériau qui est très ouvert. Donc, on a une règle qui s'applique notamment dans le DTU sur l'ossature bois, sur la règle du 5 pour 1. Donc, il faut que le SD intérieur soit 5 fois plus fermé que le SD extérieur. Voilà. Alors, cette question-là, elle pose le problème des murs en pierre qui seraient très fermés et qu'on isolerait par l'intérieur. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir un système qui permette de sécher le mur. Si on est obligé, si on ne peut pas isoler par l'extérieur, mais qu'on isole par l'intérieur et qu'on a un mur qui est très fermé, il va falloir permettre, si on a des arrivées d'humidité, soit capillaire, soit une fuite de canalisation dans le mur, un apport extérieur dans notre isolant, permettre au mur de sécher par l'intérieur. Et c'est le frein vapeur hygro-variable qui va permettre de faire ça. En été, généralement, on peut avoir une inversion du flux de vapeur de l'extérieur vers l'intérieur et ça va permettre de sécher ce mur.
Voilà, donc ça, c'est un élément important de toujours garder cette capacité de séchage et d'enlever éventuellement des matériaux, un pare-vapeur par exemple, proscrire le pare-vapeur intérieur et donner la possibilité d'un séchage au maximum si on a des joints entre, même si on a des pierres fermées, mais qu'on a des joints entre pierres, effectivement, ces joints vont permettre d'évacuer cette humidité. Donc, on va essayer de garder au maximum cette perméabilité et puis ce séchage du mur. Alors, le 5e point, c'est protéger les façades contre la pluie. Ça peut sembler un peu basique. Et dans les régions qui sont très montées, les pluies viennent souvent frapper les murs, qui vont les charger avec des quantités d'eau beaucoup plus importantes que celles dues à la migration de vapeur d'eau et à la production intérieure de vapeur. Cette eau peut être à l'origine de nombreuses pathologies dans le mur, allant de la moisissure à l'éclatement quand il fait très froid, sous forme de gel. Si on a de l'eau en surface, c'est que, notamment si le mur est très froid, on peut avoir voilà, des fissures qui sont dues à cette accumulation d'eau. Donc, il faut donc empêcher l'eau de pénétrer dans le mur avec des déborde-toits et un enduit imperméable à la pluie, mais qui va rester ouvert à la vapeur d'eau pour garder, respecter cette perméabilité croissante de séchage. Alors, bon, les débords de toiture, on les a compris, ça fait déjà plusieurs siècles qu'on a compris le principe du débord de toiture. Sur le bâti ancien, on a généralement des grands débords. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de toitures terrasses ou même des extensions toitures terrasses, comme on peut le voir sur cette photo, qui, si c'est mal traité, peut poser des problèmes. Pour les murs, pour la protection des murs, et notamment par rapport aux enduits, avant d'isoler le mur, on avait la possibilité de faire sécher sur les deux faces. Et lorsqu'on isole par l'intérieur, généralement plutôt par l'intérieur, on n'a plus qu'une face qui permet de faire sécher le mur. Du coup, ce séchage peut être réduit et notamment dans ce cas de l'isolation intérieure. Donc, il faudra plutôt privilégier des enduits ou des revêtements extérieurs très ouverts à la diffusion de vapeur d'eau et plutôt capillaires, c'est-à-dire qui laissent circuler l'eau liquide. Et par exemple, les enduits chauds qui permettent ça sont plutôt à favoriser par rapport à des enduits ciment qui peuvent poser des problèmes ou des RPE, des revêtements épais sur les murs. Donc, on va plutôt aller sur ce type d'enduit. 6e point, traiter les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air des planchers intermédiaires, notamment en présence de planchers en bois. Si on compte isoler en dessus ou en dessous du plancher, on laisse un pont thermique qui est très important, et on n'a aucune barrière pour réguler la migration de vapeur d'eau à ce niveau-là, dans l'épaisseur du plancher. Et donc là, on risque des pathologies importantes au niveau de ce traitement des planchers intermédiaires. Et donc, il va falloir avoir une vigilance particulière si on isole par l'intérieur. Il va falloir assurer une continuité de l'isolation. Et de l'étanchéité à l'air pour maîtriser cette migration de vapeur d'eau. Donc, ça passe par, au niveau de la jonction, bien sûr, dans ce cas de figure,
mettre en place les précédentes recommandations, donc supprimer les enduits ciment qui seraient fermés à la vapeur d'eau pour laisser au maximum évacuer l'humidité et pas avoir de risque de pourrissement de nez de poutre, par exemple. On va découper le plancher histoire de passer un isolant au moins 5 cm pour rompre, faire une rupture de pont thermique. On va pouvoir passer également l'étanchéité à l'air et on va venir traiter de façon très fine l'étanchéité à l'air avec membrane, adhésif particuliers adaptés à la membrane et avec des cols pour venir au plus près de la poutre et limiter uniquement le flux de vapeur au niveau de la poutre, très limité, et le laisser s'évacuer à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est essentiel et pour éviter tout risque de pathologie lors d'une isolation intérieure. Dernier point, choisir entre isolation thermique par l'extérieur ou isolation thermique par l'intérieur, ou les deux, ou en complément d'isolation, voilà, en connaissant les avantages et les inconvénients de chacun vis-à-vis de l'humidité. Si on focalise sur cette question-là, puisque bon, vous connaissez sans doute les avantages de l'ITI par rapport à l'ITE sur les façades extérieures, par rapport au patrimoine, par rapport à l'inertie, ça a déjà été évoqué, mais par rapport à l'humidité, le fait d'isoler par l'extérieur permet de garder le mur chaud. C'est-à-dire qu'on va le protéger totalement du gel, on va le protéger de la pluie également. D'un point de vue thermique et de migration de la vapeur d'humidité, l'ITE est une solution pour protéger le mur, puisqu'on va également, notamment au niveau des dalles intermédiaires, on va limiter les risques qui sont associés à la migration de vapeur d'eau. Donc, il faudra bien sûr être attentif à ce que le revêtement extérieur soit ouvert à la vapeur d'eau, puisque là, on pourrait avoir l'effet inverse. En tout cas, l'ITE a un avantage sur l'ITI, et si on est en ITI, il faudra être très prudent sur la mise en œuvre de l'isolation, de l'étanchéité à l'air et de la migration de vapeur d'eau. Peut-être ça peut être intéressant d'aller… alors là, vous avez un exemple, c'est la méthode qu'on dit de Glaser qui permet d'identifier le point de condensation dans le mur. Lorsqu'on a des doutes sur la mise en œuvre d'une isolation, Jackie parlait de la STD, effectivement, c'est important de passer au niveau global, mais on peut aussi avoir des simulations dynamiques à l'échelle du mur. Vous avez des simulations hydriques dynamiques au niveau du mur, notamment avec le logiciel Woofy qui permet de simuler réellement à un pas horaire la réaction du mur en fonction des pluies battantes sur le mur, en fonction des remontées capillaires. Ça permet de zoomer aux différentes interfaces et d'identifier s'il y a un point à risque à telle ou telle interface avec une condensation particulière. Donc, ce petit schéma que je viens de vous présenter, je me suis appuyé sur un document qui existe, c'est ce document
qui a été produit dans le cadre d'un programme dans la région Grand Est, qui est Climaction. Je vous invite, dans le PDF que vous obtiendrez, vous pourrez le télécharger directement, vous avez le lien. Migration d'humidité et de vapeur d'eau dans les parois du bâti ancien, qui a été réalisé notamment par le Bureau d'études Enertech, qui s'est basé sur des simulations thermiques dynamiques pour proposer des solutions d'isolation en fonction des différentes typologies de murs, en isolation intérieure, en isolation extérieure, avec les points clés d'attention pour limiter les risques au maximum. C'est un document qui est fait pour les concepteurs et pour les artisans, avec des fiches par type de mur pierre fermée, pierre ouverte. Donc, il est vraiment très pédagogique et très bien fait. Donc, je vous le conseille. Il est gratuit, il est téléchargeable, à consommer vraiment sans retenue. Il fait une centaine de pages, mais il est très facile c'est plutôt un guide assez facile à utiliser. Vous avez d'autres ressources qui existent, de l'AQC, de Maison Paysanne, également à Théba, l'étude Hygroba. On vous en a déjà parlé, vous aurez les liens sur le PDF pour approfondir le sujet. Également pour approfondir ce sujet-là, toujours avec des ressources gratuites, vous avez des formations à distance, vous avez des MOOC, donc des formations en ligne gratuites et ouvertes à tous sur la plateforme du Plan Bâtiment Durable et de l'ADEME, la plateforme MOOC Bâtiment Durable. Alors là, je vous ai mis quelques MOOC c'était l'année dernière, en 2020, mais ce sont des MOOC qui reviennent généralement plusieurs fois dans l'année, voire 2 fois dans l'année. C'est par session, il faut s'inscrire. Vous avez le lien du site en bas, mooc-bâtiment-durable.fr. Vous avez un MOOC sur le bâti existant et l'humidité qui vient détailler tout ce qu'on a vu. Vous en avez sur les géosourcés, sur la rénovation des copropriétés. Vous en avez un sur ceux de l'ASDER. Je vais parler principalement de ceux de l'ASDER, notamment le MOOC Rénovation performante, qui est un MOOC introductif sur cette question de rénovation, qui fixe les grandes définitions et les grands axes pour réaliser une rénovation performante, une réhabilitation performante. On a une prochaine session qui ouvre mardi prochain, qui commence le 9 mars. C'est gratuit. Je vous invite à vous inscrire à cette formation si vous n'avez pas eu l'occasion de la faire. Il y a beaucoup de ressources complémentaires qu'on a sélectionnées sur Internet. On a créé ce MOOC avec l'association Arcane. Si je vous parle de Samuel Courget, ça vous parlera peut-être un peu plus. Donc, c'est son représentant. C'est une formation qui est assez dynamique, avec des cours en ligne. Vous avez quelques petits extraits. Des cours. C'est pour cela que nous allons parler de réhabilitation performante selon différents angles. Le premier est... Des focus techniques. Et si le diagnostic repère des dysfonctionnements, il faudra y remédier. Des interviews. On est maintenant dans une ère d'économie d'énergie. Des exercices, des quiz et de nombreux échanges. Un forum qui vous permet d'échanger avec les participants et avec l'équipe pédagogique. Donc un programme sur 6 semaines que vous pouvez faire quand vous voulez. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sera sans doute ouvert jusqu'à mi-mai, avec une semaine introductive, le détail des clés pour réaliser une réhabilitation basse consommation, en partant de l'organisation des espaces, la ventilation, gestion de l'humidité, l'isolation des parois, les ponts thermiques, chauffage, eau chaude sanitaire, voilà, et puis les focus techniques, notamment un focus sur la maison ancienne. Je ne sais pas si j'ai le temps, je vous passerai éventuellement un extrait. Si j'ai une minute. Oui. On n'a plus beaucoup de temps, il ne reste que 20 minutes, donc il va falloir passer à la dernière présentation. Très bien. Mais on pourra donner tous les documents par mail. Voilà, très bien.
Bon, j'espère que je n'ai pas été trop long. Le sujet est assez complet et en 20 minutes, c'était assez court mais en tout cas, je vous invite à approfondir avec les ressources complémentaires. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Sinon, en attendant, on avait une autre question qui, elle, était dédiée à Rémi Cognier. Donc, comme finition extérieure imperméable mais ouverte à la vapeur d'eau, y a-t-il d'autres matériaux que les enduits chauds? Alors oui, il y a d'autres matériaux, hein, tout dépend le type d'intervention. Si on est sur une isolation extérieure sous bardage, par exemple, un pare-pluie et HPV et imperméable à l'eau liquide et perméable à la vapeur d'eau. Après, on va avoir des hydrofuges, des hydrofuges à appliquer, par exemple, sur des pierres, si on est en pierre apparente, des pierres qui sont qui peuvent être très sensibles à l'humidité, on va pouvoir appliquer éventuellement des hydrofuges dessus qui vont les protéger, hein, notamment des pierres calcaires qui seraient très tendres et où on ne pourrait pas appliquer, on devrait rester en pierre apparente. On a des hydrofuges qui peuvent venir dessus. Mais la solution de protéger par un enduit par-dessus et recouvrir la pierre pour la protéger si elle est sensible est quand même la meilleure solution. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir conclure. On va être pile poil dans le timing. Donc, si quelqu'un a une dernière question, c'est le moment. Sinon, nous allons nous arrêter là. Oui, moi j'ai une petite question encore pour Elsa Descombes de la CAPEB. La formation patrimoine et gestion durable, vous avez défini un petit peu le contenu, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément de base en thermique qui était présentée, je dirais. Est-ce que ce ne serait pas intéressant pour des personnes qui s'intéressent au patrimoine et à la rénovation d'avoir des bases en thermique? Alors, ça doit être évoqué, là j'ai vraiment mis un résumé de la formation, mais même dans le CIP, on essaye de plus en plus de l'évoquer justement, parce que c'est de plus en plus important. Mais il me semble que c'est bien dans le programme, c'est bien évoqué dans le programme. Ok, merci. Alors, y a-t-il une autre question? Moi, j'ai une petite question pour Elsa. Par rapport à l'annuaire que vous êtes en train de mettre en place, vous pensez avoir combien d'artisans qui pourront rentrer dans cet annuaire du patrimoine? Et c'est dans tous les métiers? Il y a tous les métiers représentés. Enfin, on va essayer d'en avoir le plus possible en tout cas, pour que voilà, ce soit vraiment représentatif et qu'on puisse vraiment aller piocher dans n'importe quel corps de métier. On table sur 250 entreprises. En tout cas, aujourd'hui, je tablerai sur un peu plus qui sont intéressés pour rentrer dans cet annuaire, en tout cas dans notre réseau CAPEB. Après, il va falloir faire une sélection quand même de ces entreprises parce qu'on mise vraiment sur la qualité des artisans, parce que c'est quand même un sujet technique d'œuvrer sur le patrimoine. Donc, du coup, on miserait plutôt sur entre 200 et 250 entreprises parce qu'il va y avoir de la perte en ligne, comme on appelle. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien entendu. Alors, les critères, ça va être donc tous les lauréats des trophées des artisans du patrimoine seront recontactés. Pour plus de 4 ans, normalement, ils devront repasser, entre guillemets, l'épreuve de la commission, si vous voulez, donc représenter un chantier de référence pour voilà, revérifier leur savoir-faire et leurs compétences, en fait. Le CIP patrimoine, tous les titulaires seront recontactés aussi.
Donc là, ça fait un moment qu'il existe, ce CIP. Donc, il est national, hein, il n'est pas que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, tous les titulaires aussi de plus de 4 ans devront renouveler la preuve de leurs compétences. Les titulaires du diplôme d'université, eux, ils seront aussi dans l'annuaire. Et puis, tous les adhérents qui se montreront intéressés pour entrer dans l'annuaire, pareil, eux, ils devront carrément faire un dossier pour entrer dans cet annuaire. Et donc, du coup, on vérifiera au sein de la commission leurs compétences, vraiment pour savoir, entre guillemets, si ils sont, c'est cru comme ça, mais s'ils sont dignes de rentrer dans l'annuaire. On ne veut pas non plus en faire un truc élitiste, pas du tout, mais voilà, on veut être garant d'un certain référencement de qualité. Merci. Alors, nous avons une dernière question qui a été posée dans le chat pour Rémi. Ce qui consiste, alors une question sur la construction traditionnelle, en particulier en pierre, et que devient l'inertie de ces murs lorsqu'on est en ITI? Oui, effectivement, en ITI, on va perdre l'inertie intérieure. Alors c'est vrai que j'ai insisté un peu plus sur l'ITI parce que souvent dans les bâtiments patrimoniaux, on peut avoir dans les zones classées, avoir la possibilité d'isoler par l'extérieur. Après, s'il reste des murs de refend et des éléments qui apportent de la masse à l'intérieur, on peut quand même garder un confort d'été qui est convenable. Généralement, dans le bâti traditionnel, les cloisons, les murs intérieurs ont déjà beaucoup de masse. Et si on combine ça avec une isolation qui bloque le rayonnement solaire et qui empêche le flux de chaleur thermique extérieure de rentrer, on va quand même garder un confort d'été intéressant. Après, bon, j'ai parlé beaucoup d'ITI, d'ITE. Il existe aussi des solutions d'enduits isolants extérieurs, hein, des enduits qui permettent aussi d'isoler par l'extérieur tout en gardant une façade avec ses mots des natures et sa forme historique aussi qu'il faut avoir en tête. Mais je crois que Jackie en a parlé également. Oui, je compléterai. Dire que l'exemple que j'ai montré de l'immeuble de Bayonne là, avec adossé à la paroi médiévale, alors la question que vous posez de l'inertie de l'isolation par l'intérieur, quand on a un bâtiment isolé sur une parcelle, effectivement, la question de l'isolation de toutes les façades se pose. Par contre, et encore que, donc la simulation thermodynamique peut aider justement et va justement travailler sur le confort d'été. Mais sur les bâtiments qui sont adossés à d'autres bâtiments, les bâtiments mitoyens, etc., c'est-à-dire que la nécessité d'isolation des parois mitoyennes, si elles donnent sur des volumes chauffés à côté, n'a aucun sens. Je veux dire, c'est pas absolument nécessaire. Et donc, on peut aussi conserver l'inertie des parois selon la configuration urbaine du bâtiment. S'il y a des mitoyennetés, c'est vraiment pas la peine de s'astreindre à ça. Donc, et puis, par ailleurs, effectivement, la STD permet aussi de regarder plus finement. Alors, si on est sur des hypothèses où on propose une isolation thermique par l'intérieur systématique partout, c'est sûr que d'abord, c'est pas sûr qu'on réfléchisse bien, c'est le moins qu'on puisse se dire, et ensuite, effectivement, on va avoir un problème d'inertie. Mais par contre, on peut avoir des correctifs thermiques qui ont été évoqués, etc. Il y a pas mal de solutions, notamment dans le bâti mitoyen, qui permettent de conserver beaucoup d'inertie. Et dans les villages urbains, les petites centres-villes, etc., ça joue beaucoup. Et je suis assez d'accord. L'ITI et l'ITE ne sont pas contradictoires et peuvent être combinés. Après, il faut par contre un traitement spécifique aux jonctions entre l'ITI et l'ITE pour limiter les ponts thermiques, mais ça peut souvent être la solution de combiner les deux solutions pour avoir quelque chose de performant tout en gardant l'aspect patrimonial du bâtiment.
Je dirais Merci. aussi que malheureusement, pardon, les textes aujourd'hui sont assez protecteurs pour les ensembles dans les sites patrimoniaux remarquables, dans les espaces protégés. Par contre, il y a tout ce petit patrimoine dont la Fondation s'occupe. Hein. Il y a 36 000 communes en France, il y a 111 secteurs sauvegardés, à peu près 1 million de secteurs protégés. Donc, ça veut dire qu'il y a 30 et quelques mille secteurs non protégés qui possèdent du bâti existant intéressant et que la question de l'isolation par l'extérieur de ce bâti-là, c'est les performances thermiquement, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est aussi perdre le visage de la France, quoi, et de ces villages. Donc, il faut aussi réfléchir à... C'est pour ça que dans l'introduction que j'ai évoquée, l'idée du système constructif traditionnel est un enjeu aussi de réflexion important. Merci. Donc, on peut clore la session. Voilà. Donc, juste pour conclure, vous recevrez par mail de la documentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions par mail. Après, on pourra les redistribuer aux différents experts. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Je remercie encore une fois nos intervenants et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.